Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouvel épisode Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois une Nîmoise. Ça va, Julia Alumni? Oui, bonjour Elsa. Je suis ravie de te recevoir. Alors, on va évidemment parler de toi, de musique, mais pas que. Parce que tu ne fais pas que de la musique. T'es un peu une touche à tout, tu dessines aussi. Mais avant que tu nous en dises plus, j'adore commencer quand la musique est bonne par savoir quel est ton souvenir le plus lointain, enfin en quel en tout cas tu peux lier la musique. Mon souvenir le plus lointain dans la musique, je pense que c'est quand j'avais 4-5 ans, quelque chose comme ça, Ouais. et où je passais des heures dans ma chambre à mettre des CD sur ma chaîne hi-fi. Je savais pas encore totalement écrire parce que j'étais pas encore en CP. Ouais. Et je passais ces CD et je m'entraînais à chanter comme les chanteuses des CD que j'écoutais. Donc j'écoutais beaucoup Hélène Ségara. Ouais. Et comme on n'avait pas Internet encore à la maison, j'essayais d'écrire les paroles avec le peu de lettres que je connaissais pour essayer de les apprendre et de les retenir. C'est génial. Et donc, je le disais tout à l'heure, tu es une fille du Sud parce que tu es nîmoise. Est-ce que tu as toujours vécu à Nîmes ou pas du tout? Non, pas du tout, mais quand même dans le Gard. J'ai toujours vécu dans le Gard. Avant, je vivais dans un petit village qui s'appelle Les Mages, Ouais. qui est à la frontière un peu de l'Ardèche. Et ensuite, j'ai fait mes études sur Montpellier. Et puis, j'ai beaucoup voyagé aussi à l'étranger pendant plusieurs mois, pendant des longues périodes. Et je suis finalement venue habiter à Nîmes. C'était une ville qui me correspondait bien, qui est pas trop grande, pas trop petite, qui est très jolie et je m'y sens bien. Et toi, donc je le disais, tu fais de la musique et tu dessines aussi. Lequel des deux, pardon, tu as commencé? Alors c'est une question un peu compliquée parce que j'ai toujours chanté, donc je pense que j'ai commencé par le chant, mais je le disais pas. Je me cachais dans ma chambre, comme je l'ai dit précédemment, pour chanter et j'osais pas trop. J'étais une fille assez timide et du coup finalement, ce que je montrais le plus, c'était plutôt mes dessins. Mm-hmm. Donc les personnes autour de moi pensaient que je chantais pas, que je faisais pas de musique et que je dessinais seulement. Mais en réalité, je pense que c'est le chant qui est venu en premier. Quel a été le déclic pour que tu montres finalement ce que tu faisais vraiment? Ça a été des concours de chant. Ouais. Alors, je suis pas hyper fière de dire ça maintenant parce que je trouve que le terme concours, ça me correspond pas. Enfin, en tout cas, correspond pas à la mentalité la vision que j'ai de voir la musique. Mais j'ai commencé ça comme ça parce qu'il y avait des petits concours de chant dans les Cévennes, là où j'habitais, et j'avais à peu près 15 ans. Donc mes parents m'y ont emmenée et ça a été pour moi l'occasion de chanter sur scène devant des personnes, et donc ça m'a donné un peu plus confiance en moi pour revendiquer le fait que je chantais. Et justement, au niveau de ta voix, est-ce que t'as pris des cours, est-ce que t'en prends, ou t'es plutôt assez autodidacte? Je suis plutôt autodidacte. J'ai essayé d'en prendre quelques-uns, mais ça a été à chaque fois très ponctuel. Ça a été quelques-uns par-ci par-là. Ça a été plus des coachings vocaux, en fait. Mm-hmm. Et j'en ai jamais pris, sinon toute une année, par exemple. Donc ça a été sur le terrain. Et toi, en plus, tu écris, tu composes. Est-ce que tu as des auteurs ou est-ce que tu as des compositeurs qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré parmi tous ceux de la musique, quoi? Ah, je pense Michel Legrand. Ouais. Là, comme ça, c'est celui qui me vient en premier. Je pense qu'il y a, après, dans les chansons plus actuelles, il y aurait Pomme et Ben Mazué, je pense. Ouais. Ouais, oui. Ben Mazué, dans sa philosophie un petit peu, sa façon de voir la vie, ça m'a beaucoup inspirée.
Et comment est-ce que toi, justement, tes chansons à toi, comment est-ce que tu les inspires? Je sais que, comment tu t'inspires en tout cas de la vie de ça, parce que je sais que tu pars du dessin, toi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus justement de comment est-ce que du dessin t'arrives à découler une chanson? En fait, d'abord, avant les dessins, j'ai des pensées qui me viennent sur la vie, sur des comportements humains. Ouais. Et à ça, en fait, j'associe directement des images. Donc, par exemple, dans ma chanson Hypersensible, j'avais directement l'image d'un artichaut qu'on effeuillerait au fur et à mesure que je ressens des choses. Et donc, donc après une pensée me vient une image, et ensuite de là découle un dessin. Donc, je me mets à dessiner, à imaginer une scène dans laquelle je pourrais être. Et ensuite, j'écris une histoire par rapport à ça. Et dernière étape, j'écris des paroles tirées de cette histoire. Donc, d'abord, tu dessines, tu composes et après, tu écris. Alors, en premier, donc j'imagine, ouais. Je dessine. Ouais. Ensuite, j'essaye de trouver... j'écris une histoire d'abord. Ensuite, j'essaye de composer, de trouver une mélodie qui va bien. Donc, en premier, j'aime bien trouver... une mélodie, et à la fin viennent les paroles qui se colleraient bien à la mélodie. Et justement, pour composer, toi, t'es plus piano, je sais que tu fais aussi un peu de violoncelle. Oui, un tout petit peu. Tu es bien renseignée. Un petit peu, j'ai essayé de prendre des cours de violoncelle il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais déjà adulte. Ouais. Et je sais pas, c'est un instrument qui m'attirait beaucoup. Et le fait de sentir les vibrations contre sa poitrine, c'est voilà quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai pris 6 mois de cours de violoncelle. Et ensuite j'ai dû malheureusement arrêter parce que il y a eu le Covid. Et ensuite je suis partie en voyage, donc j'ai pas pu reprendre, mais c'est quelque chose qu'un jour j'aimerais pouvoir reprendre quand même. Et du coup, toi, tu es plus piano pour la compo? Piano et guitare aussi. Ah ouais, tu fais plein d'instruments. Je me sens pas instrumentiste. Je suis plus chanteuse qu'instrumentiste, mais je bricole un peu, on va dire, avec les instruments pour pouvoir composer. Oui, disons qu'en fait, c'est l'instrument qui accompagne ta voix, qui accompagne tes textes, tes pensées, enfin tes chansons, en fait. Oui, c'est ça. Donc, on parle un peu de tes musiques. En tout cas, on a parlé de comment t'arrivais à les imaginer, et en tout cas la genèse des titres, de ton imagination. Mais on n'en a pas encore écouté une. Alors, oui, c'est vrai. Je te propose qu'on écoute le premier titre qui est sorti, qui s'appelle Pourquoi tu vis, et tu nous en dis un petit peu plus après. Ça marche. On t'a fait un monde trop petit pour tes idées, pour l'appétit de tes grands yeux écarquillés sur l'infini. Tu es prisonnière de ta maison, de tes parents, de cet adulte qui te dit qu'il a raison et qui te ment. Toi, tu es né pour la folie, pour la lumière, pour des pays peuplés de rois. Et tu te demandes dans ta vie de prisonnière pourquoi tu vis et où tu vas. Pourquoi tu vis et où tu vas. Tu n'as pas d'avion ni de bateau pour t'en aller. Les illusions qui restent sont comme un radeau
pour la lumière, pour des pays peuplés de rois. Et tu te demandes dans ta vie de prisonnière pourquoi tu vis et où tu vas. Pourquoi tu vis et où tu vas. C'était Pourquoi tu vis de Julia Alumni qui est à mes côtés. D'ailleurs, est-ce que je prononce bien ton nom de famille? Normalement c'est Lumni. Ah, Alors c'est pas mon vrai nom de famille en plus, mais avec l'accent sur le U, ça rappelle mes origines un peu siciliennes et du coup ça se prononce Lou. Alors autant pour moi, pardon, je l'ai mal prononcé. Pas de depuis problème. le début. Non, pas de problème. Est-ce que du coup tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la création de ce titre qu'on vient d'écouter et qui est sorti d'ailleurs en août de cette année. Donc il est assez récent quand même. Alors ça a été très différent de tous les autres morceaux que j'ai composés parce que celui-là, on l'a d'abord joué avec mes musiciens en live. Ouais. Et il s'agit d'une reprise de Porque te vas, mais adaptée en français et à notre façon. Et finalement, en la jouant en live, on s'est dit c'est pas mal. Il y avait plein de personnes qui étaient venues nous voir en concert qui l'aimaient bien et qui avaient bien envie de l'écouter par la suite. Du coup, on s'est dit pourquoi on l'enregistrerait pas mais cette fois, on va pas en studio, on l'a fait nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes et on la sort en premier. Alors ça a été finalement la dernière qui a été jouée. Ouais. Et donc on a enregistré, ça a été très fluide. En 3 jours, même pas, c'était plié. Mon musicien Francisco a essayé d'imaginer une basse, donc c'est ça qui fait toute la structure du morceau parce que c'est cet arpège qu'on entend à la basse tout le long, du début jusqu'à la fin. Ouais. Ensuite, j'ai voulu faire quelque chose d'assez doux et en même temps qu'à la fin ça soit un peu péchu. Donc j'ai posé une voix assez douce et puis ensuite à la fin j'ai voulu partir dans des vocalises et on a rajouté des petits rythmes. Donc voilà. Pourquoi est-ce que tu as décidé de sortir le premier single d'une reprise, même si elle est adaptée en français? Je me suis dit que c'était l'occasion de faire comme une porte d'entrée vers mon univers. Pour ceux qui me connaissent pas, je trouvais ça bien de sortir d'abord une reprise parce que ça allait forcément un peu plus parler aux gens puisqu'ils connaissaient déjà un petit peu la mélodie. Ouais. Et en même temps l'adapter vraiment à ma façon, la tourner complètement dans mon univers. Comme ça, ils ont déjà un pied dedans. Et tu parlais justement de tes musiciens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ceux qui t'accompagnent sur scène quand on pourra venir te voir sur scène? Oui, bien sûr. Donc mes musiciens, il y a Francisco Ada qui est bassiste. Il joue aussi du synthé et il fait les chœurs dans le projet. C'est un ami de longue date pour moi. Ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît, donc je le connaissais déjà. Et ensuite il y a Pedro Cuzzi. On s'est rencontrés exclusivement que pour le projet il y a 1 an à peu près environ. Ouais. Et lui donc il est au SPD, donc les percussions électroniques,
au piano, synthé, et il lance des séquences sur scène, ce qui fait un peu des petites ambiances, des petites nappes. Ah, t'es plutôt bien entourée sur scène. Oui, bien, très très bien entourés. Les deux sont multi-instrumentistes et ils portent vraiment le projet. C'est vraiment important pour moi de les avoir avec moi sur scène. Justement, je parle de scène et il faut savoir aussi que toi, tu es une artiste qui est suivie, en tout cas qui est soutenue par la SMAC Paloma, qui est à Nîmes. C'est quand même un gage de reconnaissance d'être suivie par ce genre d'endroit. Alors juste avant que tu répondes à ma question. Alors pour préciser, pour ceux qui savent pas, une SMAC, alors c'est un label du ministère de la Culture et de la Communication, qui veut dire scène de musique actuelle. Est-ce que c'est quelque chose d'important de se sentir accompagné quand on fait de la musique, et finalement, est-ce que c'est aussi une forme de reconnaissance que des SMAC, notamment Nîmes, parce que toi tu y habites, justement te soutiennent et soutiennent ton projet? Ah oui, totalement, parce que en plus, en tant qu'artiste, enfin, en tout cas moi, ce que je ressens, c'est que souvent, il y a un jour sur deux, au moins, où je me sens pas légitime de ce que je fais, et donc être accompagnée par Paloma et en plus avoir été intégrée dans un dispositif d'accompagnement, c'est vraiment une reconnaissance incroyable. Et puis en plus, j'ai eu droit à plein de coaching, à plein de suivi. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et même en termes de, de notoriété, on va dire, à mon échelle, hein. Je suis pas une superstar, mais ça apporte en fait, parce que tout le monde connaît ce genre de scène dans le milieu. Oui. Et donc c'est un peu un effet validant de pouvoir être accompagné par eux. Oui, tu parles justement de coaching. Je sais, et j'ai un petit peu fait ma petite souris. Je sais que tu travailles beaucoup la scène, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on travaille une présence scénique? En tout cas, comment toi, tu as travaillé cette présence-là scénique? Parce que j'imagine que quand même, c'est pas forcément inné d'être sur scène, quoi. Il y a plusieurs choses, parce que je pense que il y a quand même une part un peu de... Non, c'est pas inné, mais en tout cas, à force de faire des scènes, on a des petits mécanismes dans lesquels on se sent bien, on se sent à l'aise, et du coup, on s'approprie ça. Donc, c'est un peu avec le temps que ça se passe. Et après, là, pour mon projet, qui est quand même assez récent, il a 1 an ou 2 maximum, j'ai essayé d'abord d'imaginer tout ce que je voulais pour la scène, dans quel univers un peu je voulais plonger le public. Donc j'ai déjà réfléchi à ça au préalable, moi, toute seule, de mon côté. Et ensuite, donc après avoir posé toutes mes idées sur papier, dans mon carnet, parce que j'écris toujours dans plein de carnets, j'ai proposé ces idées-là à mes musiciens, et ensuite on a exposé ça à des coachs scéniques qui ont pu nous aiguiller aussi. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Des fois, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Donc, on y remédie, on essaye d'autres choses, et voilà, on avance petit à petit. Et justement, toi qui dessines beaucoup, et tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a l'artiste Pomme qui a pas mal d'illustrations, elle, sur scène. Est-ce que toi aussi, tu avais envie de mettre en avant, parce que tes dessins qui font partie finalement de ton univers, parce que, alors là... évidemment, on parle de ta musique, mais tous tes covers de singles, en tout cas les 2 qui sont sortis, il y a aussi tes dessins dessus. Donc en fait, ça fait c'est tes dessins, même tu le dis, la manière dont tu crées tes musiques, ça commence par le dessin. Est-ce que le dessin aussi va être présent sur scène? J'y travaille justement. Ouais. Je suis en plein dessus. Oui, pour l'instant, c'est pas le cas, mais pour questions matérielles en fait, et techniques, c'est pas évident selon les scènes. Il n'y a pas toujours un projecteur qui peut projeter mes dessins.
Donc j'essaye en fait d'être un peu indépendante à ce niveau-là pour que n'importe où, sur n'importe quelle scène où je joue, il puisse y avoir mes dessins projetés. Donc je suis en train de travailler justement là-dessus. Donc ça sera le cas bientôt. Bah écoute, on verra ça avec un grand plaisir. C'est vrai que ça apporte quelque chose de plus que les lumières, de plus que les musiciens, de plus que la performance. Surtout qu'en plus, toi, ça fait partie entière de ton univers et de l'identité finalement graphique aussi que tu t'es créée autour du projet, totalement. parce que c'est important l'image. Oui, totalement. Et ça sera des time-lapse de dessin, donc des tracés de dessin qui se feront petit à petit au fur et à mesure que je dis les paroles, en fait. Ça sera synchronisé avec les paroles. Okay. Donc c'est quand même un gros travail à prévoir. C'est pour ça que j'ai pas pu pour l'instant le faire de suite, mais en tout cas on y travaille. Bah, de toute façon, il faut toujours avoir une fois qu'on a fini quelque chose, malheureusement, on voit toujours celui qu'on doit faire après et après. Mais c'est vrai que scéniquement, je pense que ça peut être vraiment, vraiment incroyable et on y viendra voir ça parce que moi, ça m'intrigue toujours ce genre de choses. Avec plaisir. Du coup, le 13 octobre, tu as sorti aussi ton nouveau single, en tout cas celui le plus récent, qui s'appelle Hypersensible. Est-ce que je peux me permettre de te demander si tu as écrit sur quelque chose que toi, tu connais personnellement? Oui. Oui, forcément. Je suis toujours très impliquée dans mes paroles. Ouais. Des fois, je parle pas forcément de toutes mes expériences à moi seulement, mais des fois, c'est des choses que j'observe chez plusieurs personnes, que je retrouve chez plusieurs personnes de mon entourage ou autres, et chez moi aussi. Ouais. Et en fait, à un moment donné, j'ai été vraiment presque fascinée, on va dire, par le phénomène de l'hypersensibilité, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait plein de recherches, j'ai écouté plein de choses, plein de podcasts, et je me suis retrouvée dans pas mal de caractéristiques de l'hypersensibilité, pas toutes, mais et puis de toute façon, je suis pas psychologue ni médecin pour savoir si vraiment je suis hypersensible, mais je me suis retrouvée dans plusieurs caractéristiques, comme par exemple l'esprit popcorn, j'en parle dans ma chanson. Ouais. Et l'esprit popcorn, c'est un peu avoir plein d'idées dans tous les sens dans notre tête qui exploseraient comme des popcorn. Et avoir du mal à les canaliser. Et ça, c'est vrai que ça m'arrive tout le temps. J'ai eu aussi une enfance un peu isolée où je me sentais un peu à l'écart des autres, un peu comme une fille bizarre. Ouais. et voilà, donc il y a des choses que j'ai écrites et que ce sont des caractéristiques de l'hypersensibilité qui me définissent un peu, qui me représente un petit peu. C'est vrai que tu l'as dit, on en parle de plus en plus de l'hypersensibilité, des gens hypersensibles. Alors, encore une fois, on le répète, tu n'es pas psy, je ne le suis pas non plus. Mais est-ce que c'est quelque chose de positif pour toi de finalement te retrouver dans quelque chose qu'on peut nommer? Finalement, tu disais, il y a plusieurs choses. Je crois qu'on ne pourra jamais se retrouver 100% dans quelque chose de toute façon, dans les étiquettes, parce que ça englobe beaucoup de personnes et chaque personne est différente. Mais est-ce que toi, ça a été quelque chose de positif de pouvoir poser un mot sur, par exemple, voilà, toutes ces pensées que tu n'arrives pas à stopper et qui vont un peu dans tous les sens, l'enfance dont tu parlais justement. Est-ce que c'est quelque chose d'apaisant de se dire ok, je suis hypersensible, même si c'est ce que tu penses et que c'est pas un psy qui l'a posé, mais est-ce que juste le fait de nommer quelque chose apaise un peu? Oui, moi ça m'a fait du bien. Je sais pas trop pourquoi, mais j'avais l'impression que on comprenait, quelqu'un au moins comprenait ce que des fois je savais pas trop pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'avais certaines réactions. Donc ça m'a fait du bien de lire toutes ces choses, d'être un peu comprise, reconnue.
et je me dis que si certaines personnes se reconnaissent aussi dans mes paroles, ça pourra aussi les apaiser. Je sais pas, ils pourront aussi se sentir compris. J'espère en tout cas. C'est quoi, quel a été ton déclic pour parler de ce sujet-là finalement? Vraiment, je sais pas si ça a eu un déclic. Ça a été, j'avais tout plein d'idées sur le thème de l'hypersensibilité. J'avais plein de choses à dire en fait. Et au début, je pensais même pas en faire une chanson. J'ai tout listé, tout ce que j'avais dans la tête, tout ce qui correspondait un peu à l'hypersensibilité. J'avais fait un dessin aussi d'un artichaut. Ça, c'était vraiment, je me sentais vraiment à ce moment-là comme un artichaut qu'on effeuillerait. Ouais. Et donc j'ai rassemblé tout ça et je me suis dit mais ça serait bien en fait d'en parler dans une chanson parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus et j'avais même tellement de choses à dire que dans cette chanson je ne fais pas que chanter, je parle aussi parce que j'avais trop d'informations à dire. Et tu parles justement de l'image du cœur en artichaut, de l'artichaut. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la signification, en tout cas pour toi, de ce terme-là de cœur artichaut? Oui. Alors dans la chanson, je fais exprès de pas employer le terme cœur d'artichaut, mais je dis plutôt tendre artichaut. Ouais. C'est un peu sur un ton sarcastique presque, où je me parle à moi-même et où je me dis mais tu n'es qu'un tendre artichaut en fait. Vraiment, on peut t'effeuiller juste comme ça en te touchant quoi. Ouais. Et parce que des fois, je pense que je suis un peu trop fragile face à certaines situations et je devrais pas. Et en fait, les feuilles d'artichaut, c'est un peu comme une protection que je me mettrais autour de moi. Et en fait, des fois, certaines personnes arrivent à enlever toutes ces feuilles et font tomber ces protections que je me mets. Et voilà, c'est un peu cette image-là que j'avais dans la tête. Je sais pas si c'est clair. Si, c'était très clair. On a parlé donc de tes 2 singles qui sont sortis. C'est quoi la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, ça va être un 3e single en décembre. J'ai pas encore la date exacte à communiquer. Mais voilà, ça sera en décembre. C'est un single qui s'appelle Clair Obscur. Okay. Et en fait, de tous ces singles-là, il va y en avoir encore après cet hiver, vont découler un EP, donc un mini-album de 5 titres. Et ça sera au printemps, en avril. De toute façon, on pourra suivre forcément toutes les sorties sur tes réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Je suis active dessus. J'essaye. Tu as fait, on l'a dit, plusieurs dates sur scène. Qu'est-ce que ça fait de confronter ces titres sur scène aux gens? Parce que c'est plus frontal quand même que de livrer des titres sur une plateforme et là où les gens vont les écouter un peu n'importe où ils le souhaitent, où ils en ont envie, alors que là, ils viennent sur scène pour t'écouter. Moi, le live, vraiment, j'adore ça. Et j'ai voulu construire les morceaux en live comme un vrai spectacle. Du début jusqu'à la fin, avec un fil rouge, un fil conducteur, voilà, du début jusqu'à la fin, avec une histoire racontée et puis on avance ensemble dans l'histoire. J'ai vraiment travaillé sur les transitions, etc., pour pas qu'on s'y perde et pour pas que on stoppe comme ça le cours de l'histoire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore et pour moi c'est une version un peu plus approfondie, un peu plus intense que les morceaux simplement en studio, les versions studio. Et du coup, pour continuer sur les salles, quelle salle est-ce que tu souhaiterais faire? Toutes. je plaisante presque parce que vraiment moi j'aimerais à l'idéal
jouer dans plein de salles de partout en France, déjà dans un premier temps. Et j'aimerais en fait que tout le monde puisse écouter mes musiques, un maximum de personnes puissent les écouter, donc ça serait vraiment de partout. Et en fait mon rêve ultime, c'est pas de jouer au Stade de France par exemple, c'est plus de jouer dans des salles moyennes, je dirais, et de rencontrer plein de publics qui pourraient être réceptifs à ma musique. Oui, toi tu préfères les salles qui sont plutôt intimistes. Oui. J'aime bien la proximité avec le public, j'aime bien rencontrer les gens à la fin, parler avec eux. Donc oui, je préfère ce concept-là. Ça tombe bien parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas une superstar, du coup ça va. Non, mais c'est vrai que c'est pas la même intensité, même que ce qu'on soit dans des grosses salles, voire même beaucoup plus qu'une salle, quand tu l'as évoqué, le Stade de France, que une salle où il y a, même si c'est plus que le millier de personnes, mais c'est vrai il se passe quelque chose autre qu'une grande salle. Il y a des projets qui sont faits pour des scènes intimistes parce que la magie opérerait peut-être pas dans les grandes, et l'inverse est clairement vrai. Ça te fait pas peur de parler avec les gens après? Non, ça me fait pas peur, au contraire, j'adore ça parce que j'aime bien avoir leur retour direct, leurs impressions spontanées comme ça après un concert. Et en plus, moi, souvent après un concert, je suis toute euphorique. Et donc je suis juste heureuse, quoi. Je suis vraiment aux anges. Donc c'est le meilleur moment pour moi. Et justement, en parlant de parler avec quelqu'un, toi, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais, qui écoutait Hélène Ségara sur ses CD? Ça fait un peu bateau, un peu cliché, mais de croire en ses rêves et de jamais avoir peur. Tout est réalisable pour moi. C'est un très beau conseil que j'espère que tu appliques dans ta vie et dans aujourd'hui et dans plus tard quand l'EP le sortira et bien plus encore. Et écoute, j'espère. Merci beaucoup en tout cas, Julia, d'avoir été à mes côtés et puis d'avoir partagé ton univers aussi musical mais aussi artistique, esthétique, parce que tu es une artiste qu'on peut qualifier de complète finalement dans ton univers. Merci beaucoup, Elsa. Je te propose qu'on écoute tout de suite Hypersensible, ton dernier single qui est disponible. Et je vous invite tous à suivre Julia Lumni, Lumni, sur les réseaux sociaux. Et évidemment, à écouter le prochain single qui sortira, tu l'as dit, en décembre, et l'EP en 2024. Merci beaucoup, Julia. Merci. Enfant, tu étais isolé, perçu comme une bête de foire. Alors tu restais muet, de peur de décevoir. Éponge imbibée d'émotions empruntées, tu t'obliges à te justifier. Déplorable machine à popcorn, qu'est ton esprit à constante analyse ralentie. Les neurones, où aucune décision ne sera prise. Qu'on te trouve anormal à cause de tes sourires opaques et de tes larmes paradoxales. Poisson submergé, le monde qui hurle te vide. Alors tu disparais vers ta bulle dernière. Ton artichaut que tout le monde effraie, mais en porte-à-faux pour toucher mon cœur. Enlève mes feuilles une à une pour cueillir la lune.
Grâce à ton empathie, tu incarnes plusieurs vies. La peur du regard des autres t'empêche de juger et être seul permet de te ressourcer. En pleurant, tu te sens vivante et l'émotion est parfois si grande que tu peux frissonner de beauté, écrire une histoire romancée et rendre toutes tes actions passionnées. Rêver en dansant, ressentir en imaginant, voir en écoutant, hypersensible.